fixe sur le haut-parleur de combat. Bonjour, comme nous avons pas pour la des libertés démocratiques, est devenu un allié incontournable pour la France qui du coup doit un petit peu se taire sur ses excès dictatoriaux. C'est un joli résumé, ces excès dictatoriaux. J'en profite pour signaler que le livre est écrit un petit peu comme ça, avec du style et du panache, parce que malgré le fait que vous racontiez des choses assez dramatiques, puisqu'il s'agit d'enlèvement, il s'agit de dictatures qui se succèdent, et puis il y a beaucoup de peur aussi, on sent la peur, parce que c'est vraiment tout ça dans l'insécurité. Malgré tout, vous racontez ça avec un certain humour, et puis vous n'oubliez jamais de raconter les moments d'amitié, les moments de retrouvailles. Disons que moi j'ai une approche de la politique qui est peut-être un petit peu différente. J'ai toujours considéré que les relations humaines cimentaient la relation politique, et donc c'est vrai que j'ai toujours été attaché dans mes engagements à une dimension humaine. Bon, certains disent que je mets trop d'affect dans mon comportement ou dans mon action politique, mais je dirais que je ne le regrette pas, et au contraire, c'est ça qui fait le sel de mon engagement. Et donc, cette dimension humaine nous amène d'abord à ne pas nous connaître uniquement sur nos convictions politiques, mais nous nous retrouvons aussi au niveau de la culture, de la musique, etc. Par exemple, Imni qui est arrivé chez moi, c'était immédiatement John Lee Hooker qui était sur la platine, puisqu'à l'époque c'était encore des platines, et je crois que ces choses-là, comme avec d'autres d'ailleurs, vous évoquiez la Côte d'Ivoire, moi avec Gbagbo, j'ai eu avec Laurent Gbagbo une grande empathie sur les questions de musique, de culture. D'ailleurs, j'ai toujours la guitare que nous avons achetée ensemble il y a maintenant pratiquement 30 ans, et je continue de gratter dessus pour faire des chansons. Voilà. On vous entendra même chanter tout à l'heure. Mais avant, pour saluer l'arrivée de Grégory Proch, on va passer à un petit extrait de la bande-annonce du seul film tchadien en compétition à Cannes. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil puisque le film s'appelle Gris-Gris et que les éditions auxquelles paraissent ce livre, Imni, donc de Guy Laverty, s'appelle aussi Gris-Gris. Voilà. Alors, on continue donc à suivre le parcours d'Imni. Son vrai nom, alors c'est Imni Oumar Mohamed Saleh. Voilà, donc lui, il vient d'où? Il est mathématicien. Oui, quand je l'ai connu, il était étudiant en mathématiques à Orléans, il a d'ailleurs soutenu sa thèse là-bas, et d'ailleurs parallèlement à sa vie politique, il a enseigné, y compris en France, avant d'ailleurs de partir dans les maquis. Il était à Chalon-sur-Saône, qui est maintenant Châlons-en-Champagne, je crois, Chalon-sur-Marne, pardon, Chalon-sur-Marne, et... Donc, quand je le rencontre en 1975, il est évidemment étudiant en mathématiques, mais il est aussi... il participe au groupe d'information sur le Tchad, comme je l'ai dit, qui est très critique sur la politique de la France au Tchad, avec cette intervention militaire lancée sous De Gaulle. Et il mène, comme je le dis dans le début du livre, une action politique clandestine au sein du groupe Mahamat Camara, qui regroupe des intellectuels tchadiens, qui sont grosso modo sur les positions, qui accompagnent le Front de Libération Nationale du Tchad. Donc, disons le fameux Frolinat. Le Frolinat, c'est ça, c'est l'époque. Mais qui a plusieurs ramifications, c'est un peu compliqué. Hein, oui, c'est une histoire qui est très compliquée, parce qu'en fait, le Frolinat, pour aller très vite, et d'ailleurs, c'est ce que Imni a pu constater lorsqu'il est allé vers les maquis, en passant par la Libye, ce mouvement de libération nationale est déjà... dès les années 75 à 78, l'enjeu d'influence soudanaise et essentiellement aussi libyenne. Et évidemment, il y a le conflit franco-libyen avec des moments de connivence et des moments de forte opposition. Et lui-même, qui va essayer de rentrer dans les maquis en 1978, va constater... que à ce moment-là, déjà, ce qu'on appelle un mouvement de libération nationale est un petit peu l'objet des manipulations extérieures, et il va rompre, disons, avec cette stratégie de lutte armée dès 1979, puisque... À l'époque, Kadhafi a déjà un énorme rôle. Ah oui, bien entendu, et d'ailleurs, il est rentré
en Libye, il y est allé en juin 78, précisément parce qu'il y avait eu, bon le Frolinat c'est un peu compliqué, mais enfin disons qu'il y avait des maquis historiques dès les années, fin des années 60, qui étaient surtout dans le centre-est du pays, c'est-à-dire qui s'appuyaient plutôt vers le Soudan, hein, au niveau géographique, et vers 1968, un second front s'est ouvert dans le nord, c'est-à-dire la partie frontalière avec la Libye, sous la direction d'ailleurs de Goukouni Ouédey, qui a été brièvement chef d'État entre 80 et 82. Et Goukouni Ouédey avait lancé une offensive avec l'appui de la Libye, et ils avaient réussi une unification de façade en mars 1978 qui a, je dirais, précipité le retour de ces intellectuels engagés, proches du Frolinat, dans le Frolinat, et Ibni n'a pas pu même atteindre les maquis de l'intérieur du centre-est. Il avait été nommé, excusez le terme, c'est le terme de l'époque, commissaire politique, d'ailleurs avec Najib Assigué, qui est un autre camarade à qui j'ai dédié ce livre, et ils ont été victimes de batailles internes au Frolinat, c'est-à-dire que le convoi qu'ils devaient conduire, et heureusement pour eux, ils étaient restés à Koufra, a été totalement anéanti par d'autres membres du Frolinat. Et je crois que ça a été une sorte de saut qualitatif. Il a vu quelles étaient les limites de cette stratégie armée, qui était un petit peu le jouet des influences extérieures, qui n'avait rien à voir, je dirais, avec la souveraineté du Tchad. Et donc, quand il rentre en janvier 79, il en fait ce constat. Et donc, le groupe Mahamat Camara, qui était ce groupe clandestin, sera dissous en mai 1979. Et à partir de ce moment-là, Ibni, après plusieurs années de balancement, optera pour la lutte démocratique, la voie des urnes, et beaucoup plus tard, donc en septembre 93, il est à l'origine de la fondation du Parti pour les libertés et le développement, dont il sera le secrétaire général. Entre ça, alors ça, il passe son temps, il est toujours prof, donc à un moment il est même nommé en Algérie, enfin, il passe pas mal de temps en exil quand même. Oui, il passe, quand il rentre d'exil, quand il rentre des maquis, il vient vous voir déjà en général. Oui, c'est ça, oui, il arrive à Vitry, et bon, on va passer, disons, jusqu'au mois de septembre, on va les passer quasiment ensemble, et il va en Algérie, à Intemouchen, au lycée où il enseigne les mathématiques. Et en fait, ce séjour en Algérie, il y retrouve son épouse qui le rejoint depuis le Cameroun où elle a terminé ses études. Et il vit ça assez douloureusement. Cette année en Algérie, j'y suis allé en avril 80. J'ai découvert, oui évidemment, on avait encore les mythes de la révolution algérienne, mais il se trouve que le racisme est une donnée qu'il vit au quotidien. Et donc il y reste une année. Et après, c'est le retour au Sahel, puisqu'il va diriger le département des mathématiques à l'école des sciences de l'université de Niamey. Donc c'est un pays voisin du Tchad, où il va rester jusqu'en octobre 1985. Et c'est là, en 85, c'est la rentrée définitive au Tchad. Mais pendant toutes ces années, il a gardé tous ses contacts politiques, notamment avec l'opposition, et évidemment l'opposition armée, puisqu'un gouvernement en exil, il y avait entre 80 et 85, il garde effectivement des liens plutôt privilégiés avec ce qu'avait été le régime de Goukouni Ouédey entre 80 et 82, qui est issu des accords de Lagos 79 au Nigeria, où les 11 composants du Frolinat se sont mis d'accord avec, je dirais, l'ancienne armée tchadienne, des forces armées tchadiennes. C'est assez complexe, et donc il y a une sorte de conglomérat qui fait que le pays est dirigé par Goukouni entre 80 et 82, mais il est renversé par Hissène Habré, qui était une des composantes de ces accords dès 82, et en 82, de 82 à 90, s'installe une dictature redoutable avec la fameuse DDS, qui est la police politique, et ce que je vous dis revient aujourd'hui dans notre actualité, puisque on parle toujours du procès de Hissène Habré en attente de procès au Sénégal,
où il a été accueilli pour des raisons humanitaires, je passe sur le terme, et cet homme a à peu près un bilan de 40 000 victimes pendant ces 8 ans de dictature, mais je dois dire qu'au sein du système Habré se trouvait un certain Idriss Déby Itno, qui n'a quitté finalement Hissène Habré que le 1er avril 89, c'est-à-dire qu'ils ont coopéré quasiment pendant près de 7 ans sur les 8 ou 9 années que Habré a été au pouvoir. Et pendant ce temps-là, Ibni, lui, il n'a pas collaboré avec Habré? Voilà, alors ça, c'est une des interrogations que je pose dans le livre. Il rentre au Tchad, il est donc toujours enseignant en mathématiques. Bon, on a assez peu de rapports puisqu'on ne peut rien se dire au téléphone. Alors je le vois de temps en temps, il est venu en France en 86, enfin je cite les rares moments où l'on se croise. Et puis en 1988, il entre au gouvernement comme ministre de l'élevage et de l'hydraulique pastorale. Et ensuite il va aller à l'enseignement supérieur, ce qui est un peu plus moins inattendu. Et après il va être ministre du plan et de la coopération. Et cette fonction, ça c'est sous Hissène Habré. Sous Hissène Habré l'amène à venir en France, et alors que, disons, pendant un an, nos relations ont été réduites à néant, il est venu chez moi, à Vitry, dans une berline de l'ambassade, et c'était sa façon de me dire, rien n'a changé entre nous, on continue. Sauf qu'avant, il venait à pied. Il est venu à pied effectivement en 79, quand vous avez raison de le souligner. Donc c'est un homme effectivement qui a pris une dimension d'homme d'État, mais qui n'a jamais été un courtisan. Il est vraiment reconnu pour son intégrité, sa droiture, si bien que quand Habré va être renversé par Idriss Déby, lui passe la frontière de Cameroun, et c'est les nouveaux régimes qui viennent le chercher quelques jours après pour le ramener à N'Djamena, le nommer recteur, et il sera de nouveau ministre du plan et de la coopération sous Déby jusqu'en 94. Mais en fait, il assure la continuité. Il assure la continuité, mais je crois que sur la base, disons, de son intégrité, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est assez particulier, puisqu'effectivement, il a collaboré avec ces régimes, il a même appelé, son parti a appelé à voter Déby en 96, mais je me suis beaucoup interrogé là-dessus, et d'ailleurs dans un moment du livre, je dis que le parcours de ces 20 dernières années de sa vie est la meilleure réponse à ce qu'était sa volonté, son projet politique. Et je pense qu'il a collaboré avec ce régime-là parce qu'il était obsédé par une idée. Il fallait que tous ces mouvements armés, cette opposition armée qui continuait d'exister, il voulait la ramener dans la République. Et pour lui, qui avait été un des anciens de cette lutte armée, il se voyait un petit peu comme le lien, comme le garant d'un vrai processus démocratique. Parce qu'il y disait, la démocratie, le développement, c'est un objectif complètement impossible à atteindre dans un pays où se maintient une opposition armée. Il faut d'abord que nous fassions une forme de paix civile entre nous, que tout le monde réintègre la République, et là on pourra aller vers le processus démocratique. Disons qu'il a été peut-être sans doute optimiste sur l'itinéraire de Déby, puisque plus Déby a été au pouvoir, plus il s'est enfoncé dans le pouvoir. Plus il a fait voter des lois qui lui permettaient d'y rester à vie. Voilà. Et d'ailleurs, il a modifié la Constitution, mais auparavant, et d'ailleurs je le cite dans le livre, tous les discours qu'Ibni fait au moment où il a fondé son parti pour les libertés et le développement, alors que son parti participe au gouvernement, il prononce des discours publics qui sont très critiques sur la gouvernance, sur le chef d'État lui-même, et il va véritablement, après cette phase, je dirais, de collaboration au sein d'une plateforme gouvernementale, la vraie rupture s'établit vers la fin des années 90, et en 2001, il sera candidat à la présidentielle face à Idriss Déby. Et il fera 2 et quelques pourcents. Oui, mais officiellement. Vous citez dans le livre une phrase qu'il vous dit, vous situez ça en 1997, le plus dur à faire politiquement, ce sera la rupture avec Déby. En fait, voilà. Il est un peu tenu pour ne pas être un opposant, en fait. Oui, c'est ça la subtilité de son travail, c'est que il sait que pour survivre politiquement, cette phase, je dirais, de collaboration était quasiment une forme d'obligation, mais il a montré par la suite qu'en fait son véritable objectif, c'était le projet de son parti, une république unitaire et laïque, ce qui était extrêmement moderne dans la vision d'un projet politique au Tchad.
Ah, on n'a pas de retour. Ah si, on a. Ah, ça c'est Ça c'est... Montevaldo. Voilà, bah, vous les C'est annoncerez. Timba.